Lorsque s'ouvre une nouvelle boutique dans une petite ville du Maine, les habitants, aussi rustaux qu'ils soient à bien d'autres titres, manifestent une attitude cosmopolite dont font rarement preuve leurs cousins des grandes cités. À New York ou à Los Angeles, une nouvelle galerie peut attirer un petit groupe de mécènes potentiels et de simples curieux dès avant l'ouverture de ses portes. Une file d'attente peut même se former devant un nouveau club, avec barrières pour canaliser la foule, et paparazzi armés de gadgets et de téléobjectifs attendant derrière avec impatience. Il y a une rumeur excitée de conversation, comme entre les amateurs de théâtre à Broadway, avant la première d'une nouvelle pièce qui alimentera à coup sûr la chronique, qu'elle connaisse un succès fracassant ou qu'elle fasse un four. En revanche, lorsqu'une boutique ouvre pour la première fois ses portes en Nouvelle-Angleterre, il est bien rare qu'une foule attende devant, et jamais on ne verra une queue se former. Une fois les stores levés et la nouvelle entreprise déclarée ouverte pour les transactions commerciales, les clients entrent et sortent à une cadence si réduite qu'un observateur pourrait la trouver insignifiante, et probablement de mauvais augure pour la future prospérité du propriétaire. Cet apparent manque d'intérêt dissimule souvent une grande impatience et une surveillance plus grande encore. Cora Rusk et Mira Evans n'étaient pas les deux seules femmes à Castle Rock à avoir saturé les lignes de téléphone pour parler du bazar des rêves les semaines ayant précédé l'ouverture. Cette curiosité et cette impatience ne changent pas cependant le code de conduite conservateur de la clientèle provinciale. Certaines choses ne se font pas, en particulier dans les enclaves fortement yankees au nord de Boston. Ce sont des groupes sociaux qui vivent repliés sur eux-mêmes pendant 9 mois de l'année et estiment condamnable de faire preuve de trop d'intérêt trop tôt, ou de montrer d'une manière ou d'une autre plus qu'une vague curiosité passagère, si l'on peut dire. S'informer sur une nouvelle boutique dans une petite ville, comme participer à un prestigieux événement social dans une grande, sont des activités qui provoquera une certaine excitation parmi tous ceux qui se sentent concernés, et les deux cas de figure ont leurs règles, des règles non dites, immuables et étrangement semblables. La première d'entre elles est qu'il ne faut pas arriver les premiers. Bien entendu, il faut bien que quelqu'un transgresse cette loi cardinale, sans quoi personne ne viendrait jamais. Mais une nouvelle boutique a toutes les chances de rester vide pendant les 20 premières minutes qui suivent le moment où le propriétaire, pour la première fois, a retourné le panonceau de fermé à ouvert. Un observateur averti pourrait parier sans crainte que les premiers arrivants vont se présenter en groupe. 2, 3, mais plus vraisemblablement 4 dames. La deuxième règle veut que les clients curieux ce jour-là manifestent une politesse tellement pointilleuse qu'elle en devient presque glaciale. La troisième dit qu'il ne faut pas poser de questions, au moins lors de cette première visite, au propriétaire sur son histoire ou ses lettres de créance. La quatrième, que personne ne doit lui apporter de cadeaux de bienvenue en ville, en particulier ceux d'un genre aussi minable qu'un gâteau fait maison ou une tarte. La dernière est aussi immuable que la première. Il ne faut pas partir les derniers. Cette majestueuse gavotte, que l'on pourrait appeler la danse de la curiosité féminine, se prolonge partout de 2 semaines à 2 mois, et ne s'applique pas lorsque c'est quelqu'un de la ville qui ouvre boutique. Dans ce dernier cas, l'ouverture a tendance à ressembler à un repas de fête paroissial, bon enfant, joyeux et parfaitement sinistre. Mais lorsque le nouveau commerçant est d'ailleurs, ainsi que l'on dit toujours pour qu'on entende bien qu'il y a une majuscule, la danse de la curiosité féminine a fatalement lieu, inexorable comme la mort et la gravitation. La période d'essai terminée, personne ne passe d'annonce pour cela dans les journaux, mais tout le monde est au courant néanmoins. 2 choses peuvent se produire. Soit l'affaire prend un rythme de croisière, et les clients satisfaits apportent des cadeaux de bienvenue à retardement et des invitations à venir leur rendre visite, soit le nouveau commerce périclite. Dans des villes comme Castle Rock, il arrive parfois que l'on parle d'un petit magasin comme fichu des semaines voire des mois avant que son infortuné propriétaire s'en rende lui-même compte. Il y avait au moins une femme à Castle Rock qui ne respectait pas ses règles, pourtant immuables aux yeux des autres. Il s'agissait de Polly Chalmers, qui tenait la boutique Cousy Cousette. La plupart des gens n'attendaient d'ailleurs pas d'elle un comportement normal. Les dames de Castle Rock et de nombreux messieurs considéraient Polly Chalmers comme une excentrique. Polly posait toutes sortes de problèmes à ceux qui se voulaient les arbitres des bonnes manières à Castle Rock. À commencer par le plus fondamental de tous. Polly était-elle d'ici ou d'ailleurs ? Elle était certes née à Castle Rock et y avait été élevée en grande partie, mais elle avait quitté la ville à 18 ans, avec le polichinelle de Duke Sheehan dans le tiroir.
L'affaire datait de 1970, et elle n'était revenue s'installer définitivement qu'en 1987. Elle avait cependant fait une brève apparition à la fin de 1975, lorsque son père se mourait d'un cancer de l'intestin. Après le décès, Lorraine Chalmers avait eu une crise cardiaque, et Polly était restée pour soigner sa mère. Une deuxième crise, fatale cette fois, avait terrassé Lorraine au début du printemps 1976, et après l'enterrement au cimetière Homeland, Polly, laquelle s'était acquis un statut de femme mystérieuse authentique, au moins aux yeux de la population féminine de la ville, était de nouveau partie. Partie pour de bon cette fois, tel avait été l'avis général. Et lorsque le dernier Chalmers survivant, la vieille tante Evie, mourut à son tour en 1981 sans que Polly vienne assister aux funérailles, cet avis général se transforma en fait quasiment établi. Cependant, elle était revenue il y a 4 ans, et avait ouvert son magasin de couture. Personne ne le savait avec certitude, mais Polly avait vraisemblablement utilisé l'argent hérité de la tante Evie pour financer son entreprise. À qui d'autre cette vieille folle aurait-elle pu léguer ses biens? Les amateurs les plus avides de cette comédie humaine, une bonne partie des citoyens de la ville, avaient la certitude que si Polly s'en sortait bien avec Cousy-Cousette et se fixait enfin à Castle Rock, la plupart des choses qu'ils avaient envie d'apprendre avec le temps finiraient par se savoir. Mais dans le cas de Polly, de nombreuses questions restaient sans réponse. C'était vraiment exaspérant. Elle avait passé un certain nombre de ses années d'absence à San Francisco. Au moins savait-on cela, mais guère davantage. Lorraine Chalmers était restée aussi hermétiquement muette que le diable en ce qui concerne sa fille rebelle. Polly avait-elle poursuivi ses études à San Francisco ou ailleurs? Elle gérait son entreprise comme si elle avait suivi le cours d'une école de commerce, d'une bonne école de commerce. Mais personne ne pouvait répondre affirmativement. Elle était célibataire à son retour, mais avait-elle été mariée, soit à San Francisco, soit dans l'une de ces villes où elle avait peut-être passé un certain temps, entre jadis et maintenant? Cela, on l'ignorait aussi. Elle n'avait cependant jamais épousé le fils Sheehan, lequel, après s'être engagé dans la marine et avoir empilé 1 ou 2 fois, vendait à l'heure actuelle de l'immobilier, quelque part dans le New Hampshire. Et pourquoi était-elle revenue s'installer ici après tant d'années? Plus que tout, on se demandait ce qu'il était advenu du bébé. La jolie Polly s'était-elle fait avorter? L'avait-elle abandonné à des parents adoptifs? L'avait-elle gardé? Et si oui, était-il mort? Était-il, ou elle, que c'était énervant, vivante aujourd'hui? Poursuivait-elle des études quelque part? Écrivait-elle de temps en temps à sa mère? Personne n'en savait rien. Et à bien des titres, ces questions en suspens sur ce il, ou elle, étaient les plus irritantes. La fille, partie dans un car Greyhound, avec un polichinelle dans le tiroir, était maintenant une femme de près de 40 ans, revenue s'installer en ville depuis 4 ans, et personne ne connaissait le sexe de l'enfant qui avait provoqué son départ. Encore récemment, Polly Chalmers avait donné à la ville une preuve supplémentaire de son excentricité, s'il était besoin. On l'avait vue en compagnie d'Alan Pangborn, le shérif de Castle Rock, alors que celui-ci avait enterré sa femme et son plus jeune fils seulement 1 an et demi auparavant. Ce comportement n'avait rien de scandaleux à proprement parler, mais il était incontestablement excentrique, si bien que personne ne fut vraiment surpris de voir Polly Chalmers sortir de sa boutique de Main Street pour se rendre jusqu'à celle qui s'appelait le Bazar des Rêves, à 10h02, le matin du 9 octobre. On ne fut même pas surpris de voir ce que tenaient ses mains gantées, un tupperware de forme ronde dans lequel il ne pouvait y avoir qu'un gâteau. Ça, c'était bien d'elle, comme on le remarqua dans les discussions qui suivirent, parmi la population locale. Le badigeon avait disparu de la vitrine du Bazar des Rêves, et une douzaine d'articles s'y trouvaient disposés. Des horloges, un service en argent, une peinture, un ravissant triptyque qui n'attendait que les photos de personnes aimées. Polly jeta un coup d'œil d'approbation à ces objets et s'avança vers la porte. « Ouvert », disait le panonceau. Quand elle poussa le battant, un petit carillon tintinabula au-dessus de sa tête. On l'avait installé depuis la visite en avant-première de Brian Rusk. Une odeur de moquette neuve et de peinture fraîche emplissait la boutique. Le soleil y pénétrait à flots, et comme elle s'avançait, regardant autour d'elle, une idée s'imposa à son esprit. « C'est une réussite! Pas encore un seul client n'a franchi cette porte, à moins que j'en sois un moi-même, et c'est déjà une réussite. Remarquable. » Prononcer un jugement aussi hâtif ne lui ressemblait pas,
Pas davantage que cette impression d'approbation instantanée, mais elle n'y pouvait rien. Un homme de haute taille était penché sur l'une des vitrines intérieures. Il se redressa au tintement de la clochette et sourit à Polly. « Bonjour !» Polly était une femme pratique, qui connaissait sa tournure d'esprit, et en était en général satisfaite, si bien que la soudaine confusion qui l'envahit, au moment où elle croisa pour la première fois le regard de l'étranger, la prit par surprise, ce qui ne fit que la rendre plus grande. « Je le connais !» fut la première pensée claire qui sortit de ce nuage inattendu. « J'ai déjà rencontré cet homme, mais où ?» C'était faux néanmoins, et elle le comprit avec certitude un instant plus tard. Une impression de déjà-vu, supposa-t-elle, sentiment erroné de souvenir qu'il nous arrive à tous d'éprouver de temps en temps, sentiment qui nous désoriente aussi, par ce qu'il a de fantasmagorique et de prosaïque à la fois. Elle se trouva désarçonnée pendant quelques instants, et ne put que sourire bêtement. Puis elle déplaça la main gauche pour assurer sa prise sur la boîte qu'elle tenait, et un dur éclair de douleur se déclencha, lui remontant vers le poignet en 2 lignes ardentes, comme si on avait planté les dents d'une grande fourchette de service au plus profond de sa chair. Elle souffrait d'arthrite, et la douleur était atroce. Mais elle eut au moins le mérite de lui faire retrouver sa lucidité, et elle parla sans retard notable, sauf qu'elle se dit que l'homme avait peut-être remarqué quelque chose. Il avait des yeux noisettes brillants, des yeux qui paraissaient capables de remarquer beaucoup de choses. « Bonjour, je m'appelle Polly Chalmers. Je suis la propriétaire du petit magasin de couture à 2 pas de porte de chez vous. J'ai pensé, comme nous sommes voisins, que je devais venir vous accueillir à Castle Rock avant que ce soit la bousculade. » Il sourit, et tout son visage s'éclaira. Elle sentit un sourire étirer ses propres lèvres, alors que sa main gauche la faisait encore douloureusement souffrir. « Si je n'étais pas déjà amoureuse d'Alan, pensa-t-elle, je crois que je tomberais aux pieds de cet homme sans une hésitation. Montrez-moi le chemin de la chambre, maître, j'irai volontiers. » Avec une pointe d'amusement, elle se demanda combien parmi toutes ces dames qui allaient venir jeter un coup d'œil curieux ici avant le soir retourneraient chez elle, prises d'un béguin ravageur pour lui. Elle remarqua qu'il ne portait pas d'alliance, de quoi alimenter un peu plus l'incendie. « Je suis ravi de faire votre connaissance, Madame Chalmers, » dit-il en s'approchant. « Je m'appelle Leland Gaunt. » Il lui tendit la main et eut un léger froncement de sourcils lorsqu'il la vit reculer d'un petit pas. « Je suis désolée, » répondit-elle, « mais je ne peux pas vous serrer la main. Ne croyez pas que ce soit un manque de politesse de ma part, je vous prie. Je souffre d'arthrite. » Elle posa le tupperware sur la vitrine la plus proche et leva ses mains gantées de chevreau. Elle ne présentait rien de monstrueux, mais était néanmoins nettement déformée, la gauche plus que la droite. Certaines femmes à Castle Rock prétendaient qu'en fait Polly était fière de sa maladie. Sinon, expliquait-elle, pour quelle raison éprouvait-elle le besoin d'en parler si vite? C'était exactement le contraire. Guère vaniteuse, le légitime souci de son apparence faisait que la laideur de ses mains la mettait dans l'embarras. Elle les montrait en effet dès que possible, et la même pensée que d'habitude fit une fugitive apparition, si fugitive que c'est à peine si elle en prit conscience, dans son esprit. Ça y est, c'est fait, on peut maintenant passer à autre chose. D'ordinaire, les gens manifestaient une certaine gêne, ou de l'incertitude quant à leur réaction lorsqu'elle exhibait ainsi ses mains. Leland Gaunt, non. Il la saisit par le haut du bras, d'une poigne qui paraissait extrêmement puissante, et serra son biceps. Elle aurait pu trouver cette réaction un peu trop intime, surtout pour une première rencontre, mais elle ne la ressentit pas ainsi. Le geste fut amical, bref, plutôt amusant. Elle fut tout de même contente qu'il ne le prolongeât pas. Le contact de sa main sèche avait quelque chose de désagréable, même à travers le léger manteau de demi-saison qu'elle portait. « Ce ne doit pas être facile d'être couturière lorsqu'on souffre de ce genre de handicap, Madame Chalmers. Comment y arrivez-vous » Une question que très peu de gens lui avaient posée, et à l'exception d'Alan, elle ne se souvenait de personne l'ayant énoncée aussi directement. « J'ai continué de coudre à temps plein tant que j'ai pu. Souris et endure, vous auriez pu dire. À l'heure actuelle, j'ai une demi-douzaine de filles qui travaillent à mi-temps pour moi, et je m'en tiens essentiellement à la préparation de modèles. Mais j'ai encore de bonnes journées. » C'était un mensonge, mais un mensonge dont elle ne se sentait pas coupable, car il était surtout destiné à son propre bénéfice.
Eh bien, je suis ravi que vous soyez venu. Je vais vous faire un aveu. Je meurs de trac. » « Vraiment ? Et pourquoi ?» Elle était habituellement encore plus lente à juger les personnes que les lieux ou les événements, et elle fut très étonnée, même un peu inquiète, de la rapidité et de l'aisance avec lesquelles elle s'était sentie comme chez elle, en compagnie de cet homme, qu'elle connaissait depuis moins d'1 minute. « Je n'arrête pas de me demander ce que je vais faire si personne ne vient. J'entends personne jusqu'à la fin de la journée. »« Ils vont venir, » affirma Polly. « Ils voudront jeter un coup d'œil à votre stock. Personne n'a la moindre idée de ce que peut vendre un magasin qui s'appelle le Bazar des Rêves. Mais surtout, c'est vous qu'ils voudront voir. C'est comme ça dans les patelins comme Castle Rock. »« Personne ne veut avoir l'air trop empressé, » acheva-t-il pour elle. « Oui, j'ai déjà l'expérience des petites villes. Mon côté rationnel m'assure que ce que vous venez juste de dire est l'absolue vérité. Mais il y a une autre voix en moi qui ne cesse de proclamer « Ils ne viendront pas, Leland. Oh non, ils ne viendront pas. Personne ne sortira du troupeau. Attends un peu de voir. » Elle éclata de rire, se souvenant soudain qu'elle avait exactement ressenti la même chose lorsqu'elle avait ouvert Cousy Cousette. « Mais que peut-il y avoir là-dedans » demanda-t-il. Sa main vint effleurer le couvercle du tupperware, et Polly remarqua ce que Brian Rusk avait déjà vu. L'index et le majeur de cette main étaient exactement de la même longueur. « Un gâteau. Et si je connais cette ville ne serait-ce que moitié autant que je me l'imagine, je peux affirmer que ce sera le seul de la journée. » Il lui sourit, manifestement ravi. « Merci. Merci beaucoup, Madame Chalmers. Je suis touché. » Et elle qui ne demandait jamais à personne de l'appeler par son prénom dès la première ou même la deuxième rencontre, elle se méfiait de tous ceux, agents d'assurance ou agents immobiliers, vendeurs de voitures, qui s'appropriaient ce privilège sans y avoir été invités, eut la surprise amusée de s'entendre dire « Puisque nous allons être voisins, vous pourriez peut-être m'appeler Polly. » Elle avait préparé un gâteau à la diable, comme le Landgaunt put s'en assurer, en soulevant le couvercle et en le humant. Il lui demanda de rester pour en manger un morceau avec lui. Polly refusa. Gaunt insista. « Vous avez bien quelqu'un qui vous garde la boutique, » dit-il, « et personne n'osera mettre le pied dans la mienne avant une bonne demi-heure, ce qui devrait satisfaire le protocole, et j'ai 1000 questions à vous poser sur la ville. » Elle accepta donc. Il disparut par l'entrée que dissimulait le rideau de velours, et elle l'entendit qui grimpait un escalier. Sans doute se rendait-il dans ce qui était son appartement, au moins à titre provisoire, pour y prendre assiette et couvert. En attendant son retour, elle fit le tour des objets exposés. Une affichette placée à côté de la porte signalait que le magasin serait ouvert de 10h à 17h, les lundis, mercredis, vendredis et samedis, et fermé, sauf en cas de rendez-vous, les mardis et jeudis jusqu'à la fin du printemps. Ou du moins, songea Polly avec un sourire intérieur, jusqu'au retour de ces cinglés de touristes et de vacanciers aux poches pleines de dollars. Le Bazar des Rêves, estima-t-elle, était une boutique curieuse, une brocante améliorée, aurait-elle dit, après avoir jeté un coup d'œil. Mais un examen plus approfondi des articles en vente laissait à penser qu'elle n'était pas aussi facile à classer. Les objets déjà en montre au moment où Brian Rusk était passé la veille, la géode, le polaroid, la photo d'Elvis et le reste, se trouvaient toujours là. S'y ajoutaient peut-être 4 douzaines d'autres, notamment un petit tapis accroché au mur blanc cassé, qui devait valoir une fortune. Il était turc et ancien. Il y avait aussi une collection de soldats de plomb, dans l'un des casiers horizontaux, anciens peut-être. Mais Polly savait que tous les soldats de plomb, y compris ceux qui avaient été moulés à Hong Kong une semaine auparavant, avaient un aspect d'antiquité. La variété des objets était confondante. Entre la photo d'Elvis, le genre de choses que l'on aurait pu trouver dans n'importe quel bric-à-brac américain à 4,99 $, lui semblait-il, et une girouette en forme d'aigle américain d'une facture quelconque, se trouvait une superbe lampe Tiffany, qui valait certainement au moins 800 $, et pouvait peut-être même se négocier jusqu'à 5000 $. Une théière sans charme et en piteux état était flanquée de 2 poupées ravissantes, et elle n'avait pas la moindre idée du prix que l'on pouvait demander pour ces 2 adorables créations françaises, avec leurs joues rouges et leurs dessous de dentelle. Il y avait un choix de cartes de baseball et de tabac, des illustrés datant des années 30, déployés en éventail, Weird Tales, Astounding Tales, Thrilling Wonder Stories, un appareil de radio des années 50 de cette écœurante couleur rose pâle, que les gens semblaient alors apprécier pour les objets, sinon en politique. La plupart de ces articles, pas tous cependant, étaient accompagnés de petites plaques.
géode cristalline, Arizona, lisait-on sur l'une d'elles. Jeu de clés douille spéciale, voyait-on sur une autre. Celle placée devant l'objet qui avait réellement émerveillé Brian annonçait un bois pétrifié de terre sainte. Devant les cartes commerciales et les magazines anciens, la plaquette précisait « D'autres cartes et numéros disponibles en stock ». Tous ces articles, qu'ils fussent des trésors ou bons pour la poubelle, avaient une chose en commun, observa-t-elle. Aucun ne portait d'étiquette de prix. Gaunt revint avec 2 petites assiettes, du modèle le plus courant, rien d'original, une pelle à gâteau et 2 fourchettes. « C'est un vrai capharnaüm là-haut », lui confia-t-il, retirant le couvercle du tupperware et le mettant à l'envers pour éviter de déposer un cercle d'humidité sur le verre d'une vitrine qui leur servait de table. « Je chercherai une maison dès que j'aurai mis les choses en ordre ici, mais pour le moment je vais habiter au-dessus du magasin. Tout est dans des cartons. Bon sang, j'ai les cartons en horreur. Qui aurait dit... »« Pas un si gros morceau, » protesta Polly. « Seigneur !»« D'accord, » répondit joyeusement Gaunt, qui posa l'épaisse tranche du gâteau au chocolat sur l'une des assiettes. « Il sera pour moi. Allez, mange, Médor, mange. Et pour vous, ça ira comme ça ? Encore plus petit. Je ne peux pas couper une part plus mince, répondit-il, lui offrant une tranche étroite. Ça sent divinement bon. Merci encore, Polly. C'est vraiment un plaisir. Le gâteau sentait effectivement bon, et elle n'était pas au régime. Son refus initial, cependant, ne venait pas d'une courtoisie de pure forme. L'été indien s'était prolongé pendant 3 magnifiques semaines à Castle Rock, mais depuis 24 heures, le temps s'était rafraîchi, et le changement se traduisait douloureusement dans ses mains. La souffrance diminuerait probablement un peu une fois ses articulations habituées à la nouvelle température. Du moins, priait-elle pour cela, mais même s'il en avait toujours été ainsi, elle ne se faisait aucune illusion depuis le matin. Elle vivait un martyre. Lorsqu'elle était dans cet état, elle ne savait jamais trop ce qu'elle serait ou non capable de faire avec des mains qui la trahissaient. Et ce n'était que par crainte de se trouver embarrassée qu'elle avait commencé par dire non. Elle quitta ses gants et fléchit la main droite avec précaution. Un élancement violent et rageur bondit jusqu'au coude, le long de son avant-bras. Elle fléchit encore les doigts, les dents serrées en prévision de ce qui allait suivre. La douleur vint, mais moins intense cette fois. Elle se détendit un peu. Ça irait. Pas fameux, pas aussi agréable que manger un gâteau devait l'être, mais supportable. Elle prit délicatement sa fourchette, pliant les doigts aussi peu que possible. Tandis qu'elle portait une première bouchée à ses lèvres, elle vit Gaunt lui adresser un regard de sympathie. « Et maintenant il va compatir, » songea-t-elle morose. « Il va me parler de la terrible arthrite de son grand-père, ou de son ex-femme, ou de quelqu'un qu'il a connu. » Mais Gaunt ne compatit pas. Il mordit dans son gâteau et roula les yeux d'une manière comique. « Pourquoi s'embêter avec la couture et les patrons ? Vous auriez dû ouvrir un restaurant. »« Oh, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je transmettrai le compliment à Nettie Cobb. C'est ma femme de ménage. »« Nettie Cobb » répéta-t-il, songeur, coupant un autre morceau du tranchant de sa fourchette. « Oui, vous la connaissez ? » ?»« Oh, j'en doute fort. » Il parlait du ton d'un homme qui vient d'être brusquement rappelé à la réalité. « Je ne connais personne à Castle Rock. » Il la regarda du coin de l'œil, l'air rusé. « Une chance de la débaucher ? » ?»« Aucune, » répliqua Polly en éclatant de rire. « Je voulais vous demander votre avis sur les agents immobiliers, » reprit-il. « D'après vous, quel est le plus correct en affaires ? » ?»« Oh, ce sont tous des voleurs, mais Mark Hopwell est probablement aussi bien qu'un autre. » Il faillit s'étouffer de rire et porta la main à la bouche pour éviter une projection de miettes. Puis il se mit à tousser, et si ses mains ne lui avaient pas fait aussi mal, elle l'aurait amicalement tapé dans le dos. Première rencontre ou non, il lui plaisait. « Désolé, dit-il, pouffant encore un peu. Ainsi donc, ce sont tous des voleurs. » « Oh, absolument. » Eût-elle été d'une autre nature, une femme qui n'aurait pas aussi systématiquement gardé le secret sur son passé, Polly aurait alors commencé à poser certaines questions à Leland Gaunt. Pourquoi avait-il choisi Castle Rock ? Où se trouvait-il avant d'y venir ? Envisageait-il d'y rester longtemps ? Avait-il une famille ? Mais elle n'était pas ce genre de femme,
et elle était contente de simplement répondre aux questions qu'il lui posait lui, d'autant plus contente qu'aucune de ces questions ne portait sur elle. Il se renseignait sur la ville, sur l'importance du trafic de Main Street en hiver, et s'il y avait un magasin où il pourrait se procurer un bon poêle Yotul. Il voulait connaître les taux d'assurance, et mille autres choses. Il sortit un calepin étroit en cuir noir de l'une de ses poches de son blazer bleu, et nota gravement tous les noms qu'elle mentionnait. « Je dois partir, » dit-elle avec un coup d'œil à sa montre. « Rosalie va croire que je suis morte. » Ils avaient mangé debout. Gaunt empila soigneusement les assiettes, posa les fourchettes dessus et remit le couvercle sur le tupperware. « Je vous le restituerai dès que le gâteau sera terminé, » dit-il. « Cela vous convient-il ?»« Parfaitement. »« Alors vous l'aurez probablement dans le milieu de l'après-midi. » Il avait répondu du ton le plus sérieux. « Inutile de vous presser autant, » répliqua-t-elle tandis qu'il la raccompagnait à la porte. « Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. »« Merci d'être venu. » Un instant, Polly crut qu'il avait l'intention de lui prendre de nouveau le bras, et elle éprouva un sentiment de dégoût à l'idée de son contact. C'était idiot, bien sûr, mais il s'en abstint. « Vous avez transformé en une petite fête une journée que je m'attendais à trouver pénible, » ajouta-t-il. « Ça va bien se passer, vous verrez. » Polly ouvrit la porte puis s'arrêta. Elle ne lui avait pas posé la moindre question personnelle, mais une chose l'intriguait, et l'intriguait trop pour qu'elle parte sans essayer de comprendre. « Vous avez toutes sortes de choses intéressantes. »« Merci. » »« Mais aucune ne porte de prix. Pourquoi ?» Il sourit. « Une petite excentricité de ma part, Polly. J'ai toujours considéré qu'une transaction commerciale digne de ce nom méritait bien un peu de marchandage. J'ai probablement dû être marchand de tapis au Moyen-Orient dans une incarnation précédente. En Irak, probablement. Même si c'est quelque chose dont il vaut mieux ne pas se vanter en ce moment. »« Autrement dit, vous demandez ce que le marché peut supporter, » plaisanta-t-elle, histoire de le taquiner un peu. « On peut voir les choses comme ça, » admit-il sérieux. Une fois de plus, elle fut frappée par la profondeur de ses yeux noisettes, par leur étrange beauté. « Mais, reprit-il, je parlerai plutôt en termes de définition de la valeur par la propension à faire rêver. »« Je vois. »« Vraiment ? » ?»« Eh bien, il me semble. Voilà au moins qui explique le nom de la boutique. » Il sourit. « Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. »« Je vous souhaite de passer une bonne journée, monsieur Gaunt. »« Le Land, s'il vous plaît. Ou tout simplement Lee. »« Le Land, alors. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour les clients. D'ici vendredi, vous allez avoir besoin d'engager un garde de sécurité pour les mettre à la porte à la fin de la journée. »« Vous croyez ? Ce serait merveilleux. »« Au revoir. »« Ciao !» répondit-il en refermant la porte sur elle. Il resta derrière quelques instants, regardant Polly Chalmers s'éloigner. Tout en marchant, elle enfilait délicatement ses gants, sur des mains déformées, qui faisaient un contraste frappant avec le reste de sa personne. Même si elle n'était pas particulièrement remarquable, elle était soignée et charmante. Le sourire de Leland Gaunt s'élargit, mais tandis que s'écartaient ses lèvres et qu'apparaissaient ses dents inégales, il prit un aspect désagréablement carnassier. « Vous ferez l'affaire, » murmura-t-il dans la boutique vide. « Vous ferez parfaitement l'affaire. » Les prévisions de Polly se vérifièrent tout à fait. À l'heure de la fermeture, presque toutes les femmes de Castle Rock, celles qui comptaient en tout cas, ainsi que plusieurs hommes étaient venus faire une brève apparition au bazar des rêves. Presque tous se donnèrent beaucoup de mal pour expliquer à Leland Gaunt qu'ils ne disposaient que d'un instant, car on les attendait ailleurs. Stéphanie Bonsin, Cynthia Rose Martin, Barbara Miller et Francine Pelletier ouvrirent la marche. Steffi, Cindy Rose, Babs et Francine arrivèrent en groupe compact moins de 10 minutes après que l'on eut vu Polly quitter la nouvelle boutique. L'information se répandit rapidement partout par le téléphone arabe, qui fonctionne si bien dans les arrière-cours de la Nouvelle-Angleterre. Steffi et ses amis regardèrent, poussèrent des « Oh » et des « Ah ». Elles assurèrent à Gaunt qu'elles ne pouvaient pas rester longtemps à cause de leur partie de bridge, négligeant de préciser que cette joute hebdomadaire ne commençait que vers 2 heures de l'après-midi. Francine lui demanda d'où il était originaire. « Akron, dans l'Ohio », répondit Gaunt. Steffi voulut savoir s'il était antiquaire depuis longtemps. Il expliqua qu'il ne se considérait pas exactement comme un antiquaire.
Depuis combien de temps était-il en Nouvelle-Angleterre s'inquiéta Cindy. Depuis un certain temps, répliqua-t-il. Un certain temps. Par la suite, elles tombèrent d'accord pour admettre que si la boutique était intéressante, tant de choses bizarres, leur interrogatoire avait été un échec. L'homme était aussi peu loquace que Polly Chalmers, sinon encore moins. Babs parla alors de ce qu'elle savait toutes, ou croyait toutes savoir, que Polly avait été la première personne de Castle Rock à pénétrer dans le bazar des rêves, et qu'elle avait apporté un gâteau. Peut-être, spécula Babs, connaissait-elle M. Gaunt, peut-être l'avait-elle rencontré pendant cette période intermédiaire, l'époque où elle avait vécu ailleurs. Cindy Rose manifesta de l'intérêt pour un vase de Lalique, et demanda à Leland Gaunt, qui ne se tenait pas loin mais ne leur tournait pas autour, notèrent-elles avec satisfaction combien il coûtait. « À combien l'estimez-vous » répondit-il avec un sourire. Elle lui rendit son sourire, faisant la coquette. « Oh, c'est ainsi que vous travaillez, monsieur Gaunt ?»« C'est ainsi, en effet. »« Vous risquez alors de perdre de l'argent plutôt que d'en gagner, si vous marchandez avec des Yankees, » observa Cindy Rose, tandis que ses amis suivaient l'échange avec l'intérêt soutenu des spectateurs de la finale à Wimbledon. « Voilà qui reste à prouver. » Son ton restait amical, mais contenait aussi maintenant une petite pointe de défi. Cindy Rose étudia plus attentivement le vase. Steffi Bonsin lui murmura quelque chose à l'oreille. Cindy Rose acquiesça. « 17 $, dit-elle. En réalité, l'objet paraissait bien en valoir 50, et elle n'aurait pas été étonnée qu'il en valût 180 chez un antiquaire de Boston. Le Land de Gaunt joignit les mains sous son menton, dans un geste que Brian Rusk aurait reconnu. « Je ne pense pas pouvoir vous le laisser à moins de 45 $, dit-il avec un ton de regret dans la voix. Le regard de Cindy Rose se mit à briller. On pouvait faire affaire ici. Elle avait tout d'abord considéré le vase de Lalique comme ne présentant qu'un léger intérêt, surtout un moyen en fait de relancer la conversation avec ce mystérieux monsieur Gaunt. À l'examiner de plus près, elle vit qu'il s'agissait vraiment d'une pièce remarquable, qui serait du plus bel effet dans sa salle de séjour. L'enroulement de fleurs autour de son long col était exactement de la nuance de son papier peint, jusqu'au moment où Leland Gaunt avait réagi en proposant un prix seulement d'un cheveu hors de portée pour elle. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle désirait le vase à ce point. Elle se mit à parler à voix basse avec ses amis. Gaunt les regardait, un léger sourire aux lèvres. La clochette tinta au-dessus de la porte, et deux autres dames entrèrent. Au bazar des rêves, la première journée de travail venait de commencer. Lorsque le club de bridge d'Ash Street quitta le bazar des rêves 10 minutes plus tard, Cindy Rose Martin tenait à la main un sac de commission. Il contenait le vase de Lalique, emballé dans un papier protecteur. Elle l'avait payé 31 $, plus les taxes, soit presque tout son argent de poche, mais elle était tellement ravie de son acquisition qu'elle en ronronnait presque. D'ordinaire, elle éprouvait des doutes et un peu de honte après un achat aussi compulsif, certaine de s'être fait légèrement avoir, sinon carrément roulée. Mais pas aujourd'hui. Elle était sortie vainqueur de la négociation cette fois. M. Gaunt lui avait même proposé de revenir, lui disant qu'il possédait le jumeau de ce vase, jumeau qui devait faire partie de son prochain arrivage, peut-être même demain. Le premier serait ravissant, posé sur la petite table de sa pièce de séjour. Mais si elle avait les deux, elle pourrait les placer sur les deux extrémités de la cheminée, et l'effet serait grandiose. Ses trois amis trouvaient également qu'elle s'en était bien sortie, et si elle restait un peu déçue d'en avoir si peu appris sur la personne de M. Gaunt, elles avaient dans l'ensemble une très haute opinion de lui. « Il a les plus beaux yeux verts du monde !» déclara Francine Pelletier d'un ton un peu rêveur. « Verts ?» demanda Cindy Rose un peu surprise. Il lui avait semblé gris. « Je n'ai pas remarqué. » Tard l'après-midi de ce même jour, Rosalie Drake, employée de Cousy-Cousette, se rendit au bazar des rêves pendant la pause, en compagnie de la femme de ménage de Polly, Nettie Cobb. Plusieurs femmes flânaient dans le magasin, et dans le fond, deux élèves du lycée de Castle Rock fouillaient parmi les bandes dessinées d'un carton, échangeant à voix basse des remarques excitées. « Stupéfiant !» se disaient-ils l'un à l'autre. Le nombre de numéros qui justement compléteraient leur collection. Ils espéraient simplement que le prix ne serait pas trop élevé, mais impossible de le savoir sans demander, car aucune étiquette de prix n'était collée sur les emballages en plastique des magazines. Rosalie et Nettie saluèrent le Land Gaunt, et celui-ci demanda à Rosalie de remercier encore Polly pour le gâteau. Des yeux,
il suivit Nettie qui les avait quittés, une fois les présentations faites, et contemplait, la mine plutôt lugubre, une collection d'objets en pâte de verre. Il laissa Rosalie devant la photo d'Elvis, toujours à côté du fragment de bois pétrifié de terre sainte, et se dirigea vers Nettie. « Vous aimez les pâtes de verre, mademoiselle Cobb ?» demanda-t-il doucement. Elle sursauta légèrement. Nettie Cobb avait, au dernier degré, l'expression et les manières d'une femme que la moindre voix faisait sursauter, aussi douce et amicale qu'elle fût, quand elle provenait de quelqu'un qu'elle n'avait pas vu. Elle sourit nerveusement à Leland Gaunt. « Madame Cobb, monsieur Gaunt, bien que j'ai perdu mon mari depuis déjà un certain temps. »« Je suis désolé de l'apprendre. »« Oh, c'est inutile. Cela fait 14 ans. Un bail. »« Oui, j'ai une petite collection de pâtes de verre. » Elle donnait presque l'impression de trembler, comme une souris qui verrait un chat approcher. Sans pourtant avoir les moyens de m'offrir des pièces aussi jolies. Elles sont ravissantes, comme doivent l'être les choses au paradis. « Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu l'occasion d'acheter tout un lot de pâtes de verre en même temps que celles-ci, et elles ne sont pas aussi chères que vous pourriez le penser. Les autres sont même encore plus belles. Aimeriez-vous passer demain pour y jeter un coup d'œil ?» Elle sursauta à nouveau et se déplaça d'un pas de côté, comme s'il lui avait proposé de venir se faire pincer les fesses, peut-être jusqu'à ce qu'elle se mît à pleurer. « Oh, je ne crois pas. Le jeudi est le jour où je travaille chez Polly, vous comprenez. Il faut tout mettre sans dessus-dessous. »« Vous êtes sûr que vous ne pourriez pas venir faire un petit tour ?» insista-t-il, cajoleur. « Polly m'a dit que c'était vous qui aviez fait le gâteau qu'elle m'a rapporté ce matin. »« Il était bon ?» demanda-t-elle nerveusement. À son regard, on voyait qu'elle s'attendait à ce qu'il répondît « Non, il n'était pas bon, Nettie. Il m'a fichu des crampes. Il m'a fichu une bonne courante, pour tout vous dire. Et c'est pourquoi je vais vous battre, Nettie. Je vais vous traîner de force dans mon arrière-boutique et vous tordre les nénés jusqu'à ce que vous criez grâce. » « Il était absolument délicieux, » répondit-il d'un ton apaisant. « Il m'a fait penser au gâteau que me faisait ma mère. Cela remonte à bien longtemps. » C'était exactement ce qu'il fallait dire à Nettie, qui avait tendrement aimé sa propre mère, en dépit des corrections que cette dame lui administrait après ses fréquentes virées dans les caboulots du plus bas étage. Elle se détendit un peu. « Alors c'est parfait. Je suis bien contente que vous l'ayez trouvé bon. Évidemment, c'était l'idée de Polly. C'est la meilleure femme du monde, vous ne pouvez pas savoir. »« Oui, après l'avoir rencontrée, je suis prêt à le croire. » Il jeta un coup d'œil en direction de Rosalie Drake, mais celle-ci musardait toujours dans la boutique. Il revint à Nettie. « J'ai simplement l'impression que je vous dois quelque chose. »« Oh non, vous ne me devez rien, » protesta Nettie, de nouveau alarmée. « Pas la moindre chose, monsieur Gaunt. »« Je vous en prie, venez demain. Je vois bien que vous avez le coup d'œil pour les pâtes de verre, et comme ça je pourrai vous rendre le tupperware de Polly. »« Je suppose que je pourrais venir faire un tour au moment de la pause café. » À l'expression de Nettie, on voyait bien qu'elle avait du mal à croire les mots qui sortaient de sa propre bouche. « Merveilleux !» dit-il, en la quittant rapidement pour ne pas lui laisser le temps de changer d'avis. Il se dirigea vers les deux garçons et leur demanda comment ça se passait. Avec hésitation, ils lui montrèrent plusieurs vieux numéros de The Incredible Hulk et de The X-Men. 5 minutes plus tard, ils ressortaient avec la plupart des illustrés qu'ils avaient sélectionnés, une expression abasourdie et joyeuse sur le visage. À peine refermée sur eux, la porte s'ouvrait de nouveau. Cora Rusk et Myra Evans firent leur entrée. Elles regardèrent autour d'elles, l'œil aussi brillant et avide que celui d'un écureuil à l'époque où il fait ses provisions de noisettes, et se dirigèrent immédiatement sur la vitrine de verre renfermant la photo d'Elvis. Les deux femmes se penchèrent dessus, roucoulant d'excitation, et exhibèrent ainsi deux derrières qui faisaient bien chacun la largeur d'un manche de cognée. Gaunt les regarda, souriant. Au-dessus de la porte, la clochette tinta une fois de plus. La nouvelle arrivante avait à peu près les mêmes proportions que Cora Rusk, mais alors que celle-ci était simplement grasse, l'autre donnait l'impression d'être musclée et forte, de même qu'un bûcheron doté d'un gros durillon de comptoir peut tout de même paraître fort. Un gros badge blanc agrafé à sa blouse proclamait en lettres rouges « Nuit Casino, juste pour s'amuser ». Le visage de cette dame avait autant d'attrait qu'une porte de prison. Ses cheveux, d'un châtain terne et sans vie, dépassaient à peine d'un fichu solidement noué sous son menton en galoche. Elle parcourut du regard l'intérieur du magasin pendant quelques instants.
Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, sautaient d'un coin à un autre comme ceux d'un cow-boy qui observe l'intérieur d'un saloon avant d'en pousser les portes battantes et de venir y semer la panique. Puis elle entra. Parmi les femmes qui circulaient entre les vitrines, rares furent celles qui lui accordèrent plus d'un regard. Nettie Cobb, en revanche, fixa la nouvelle arrivante avec une extraordinaire expression d'épouvante et de haine mêlée. Puis elle déguerpit de l'endroit où étaient exposées les pattes de verre. Son mouvement attira le regard de la femme, qui lui jeta un coup d'œil chargé d'un mépris absolu, puis l'ignora complètement. La clochette tinta lorsque Nettie quitta la boutique. Le Landgaunt avait observé toute la scène avec le plus grand intérêt. Il s'approcha de Rosalie et lui dit « J'ai bien peur que Madame Cobb ne soit partie sans vous. » Rosalie parut surprise. « Pourquoi ?» commença-t-elle, puis ses yeux rencontrèrent la femme au badge Nuit Casino, agrafé ostensiblement entre les deux seins. Elle examinait le tapis turc accroché au mur, avec l'immense intérêt d'un étudiant des beaux-arts dans un musée, les mains solidement plantées sur ses vastes hanches. « Oh !» fit Rosalie. « Excusez-moi, mais moi aussi je dois absolument partir. »« Ce n'est pas le grand amour entre ces deux-là, » observa le Landgaunt. Rosalie eut un sourire incertain. Gaunt jeta un nouveau regard à la femme au fichu. « Qui est cette personne ?» Rosalie plissa le nez. « Wilma Jerzik, » répondit-elle. « Excusez-moi, mais je dois vraiment rattraper Nettie. Elle a les nerfs fragiles, vous savez. »« Bien sûr !» Il regarda Rosalie sortir. « Comme nous tous, très fragiles. » C'est alors que Cora Rusk le tapota sur l'épaule. « Et combien pour cette photo du King ?» demanda-t-elle. Le Landgaunt lui adressa son sourire le plus éblouissant. « Eh bien, parlons-en. D'après vous, qu'est-ce qu'elle peut bien valoir ?»